continue aussi. Pourquoi? Parce que cette semaine, j'ai eu beaucoup de monde. Et j'ai vu beaucoup de monde me dire, ouais, non mais Arthur, le marché du Nasdaq, il s'est bien effondré de 70%, etc. C'est bien beau, mais ça peut continuer à s'effondrer parce que c'est une bulle comme on n'en a jamais vu. Et récemment, j'ai eu une discussion avec un gérant qui m'a dit, tu te rends compte, les boîtes de Dark Store, etc. Et tu te rends compte, Prosus, qu'ils investissent dans des boîtes de Dark Store, etc. Mais c'est des fous. Jamais on a vu ça. Alors, j'ai un peu fouillé, parce que j'aime bien, etc. Et j'ai trouvé quelqu'un qui parlait de l'exemple de Webvan. D'accord? Et l'entreprise Webvan, dans les années 1999, 97, etc., qu'est-ce qu'elle faisait? Et qu'est-ce qui était ce que voulait faire Webvan? C'était mettre des entrepôts dans le cœur des villes américaines et livrer en moins d'une heure les clients avec des courses. 1997. Webvan. Livrer les clients en moins d'une heure. 2018, 19, etc. Gorillaz, etc. Livré en moins de 45 minutes. Donc vous voyez qu'il y a ça n'a rien d'innovant. On a essayé de le faire dans les années 1990 avec Webvan et dans les années 2000. D'accord? Bon. Et après, je me suis dit, ouais, ok, il y a une boîte qui a essayé de le faire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait et comment ça tournait? Webvan dans les années 1999, 395 000 euros, 395 000 $ de chiffre d'affaires. Ça levait 800 millions d'euros auprès de Goldman Sachs, Sequoia, SoftBank et Yahoo. 1999, avant les années 2000. 395 000 $ de chiffre d'affaires. Les robots, ça n'existait pas dans les usines à cette époque-là. Tout ça, ça n'existait pas. Ils levaient 800 millions. À titre de comparaison, Gorillaz, etc., ils ont levé 200 millions. Et les robots, ça existe. La livraison à domicile, ça a été prouvé par Uber, etc. Donc, si vous voulez, l'histoire n'est pas la même. C'est-à-dire que moi, je trouve quand même qu'il y a plus de raisons de croire que ça va marcher, Gorillaz, etc. maintenant, que Webvan il y a 25 ans, quoi. Voilà. Et pourtant, en gros, ce que Webvan a levé des années 97 à 99 correspond à ce que tous les acteurs de la livraison des dark stores, etc., ont levé ces 3 dernières années. Une entreprise correspond à tout ce qu'a levé l'écosystème ces 3 dernières années. C'est vous dire la différence considérable entre la bulle des années 2000 et ce qu'on a maintenant. Les gens, ils se rendent pas compte. Mais l'écosystème, c'est pas le même. La violence de l'écosystème n'est pas le même. Dans les années 2000, c'était vraiment n'importe quoi. Maintenant, c'est quand même un marché avec des gens un minimum sérieux. Et la même chose, dans les années 1999, quand Webvan revient et commence à réfléchir à aller en bourse, les analystes disent Webvan, ça va faire 500 millions en 2001. Spoiler, ça fera jamais plus de 3 millions. Mais bon, passons. C'était les analystes. Et vous voyez, en 1999, ça fait 395 000 $ de vente. Et donc, vous avez des analystes qui pensent que de 99 à 2001, le chiffre d'affaires, il va prendre 500 millions de $. Même à l'heure actuelle, si vous investissez dans les boîtes de Gorillaz, etc., les business plans, ils sont pas faits comme ça. Hein. Et je l'ai vu, le business plan de Gorillaz. Donc je peux vous le dire. C'est pas du tout les mêmes métriques. Et Gorillaz, ils font pas 395 000 € dollars de chiffre d'affaires. Donc, je pense quand même que quand on cherche à comprendre où on est dans un cycle, il faut quand même vraiment aller voir sur ce qui se faisait avant. Et pas juste rester sur les exemples en se disant, oh, putain, avant, en 2000, c'était la bulle, les gens élevaient n'importe comment. Là, c'est la bulle, les gens élèvent n'importe comment, etc. C'est pas du tout la même chose. Et en plus, les 800 millions de dollars de maintenant, faudrait qu'en fait, vous mettiez l'inflation pour avoir l'équivalent en dollars de maintenant. Spoiler, ça ferait plus d'1 milliard. Donc, voilà. Et vous voyez, là, c'est ce qui se passe avec Webvan. Ça se cote
en début des années 2000, ça vaut 25 $. Ça va à la faillite dans les années 2001. Ça vaut plus rien. Voilà. En moins de 2 ans, la société, elle est à la faillite. Est-ce qu'on pense que tout ce qu'on cote actuellement, dans 2 ans, va aller à la faillite? J'ai quand même de lourds doutes. À part quelques secteurs où on a fait vraiment n'importe quoi, typiquement aux États-Unis, il y a un secteur où on a fait n'importe quoi, c'est avec les SPAC. C'est le secteur des véhicules électriques. Et vous voyez déjà les premières sociétés aller en faillite. Il y en a eu récemment. Pourquoi? Parce que tout le monde se disait, oh, Tesla c'est bien, on va faire Tesla. Mais n'est pas Tesla qui veut. Hein. C'est pas parce qu'il y en a un qui a réussi que les autres vont réussir. Donc, un peu complexe. Mais j'ai l'impression qu'en dehors de ce secteur un peu de certains types de SPAC, etc., je suis pas sûr que par exemple Uber, qu'on disait être une bulle, ça vaut toujours de l'argent. Et personne vous dit Uber va aller en faillite. Des choses comme Delivery Hero qui perdent beaucoup d'argent mais qui investissent beaucoup, il y a peu de gens qui vous disent ça vaut rien et ça va aller en faillite. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes manières de faire. Alors l'idée de Webvan c'était quoi? C'était de vous livrer entre 30 et 60 minutes. Ça coûtait 4,95 $, d'accord, pour les commandes de moins de 50 $. Et c'était gratuit au-dessus, d'accord. Donc voilà. Bon, il n'y avait pas de frais d'adhésion annuel, etc. Voilà. Pour l'exemple, Whole Foods, ça facture à l'heure actuelle 9,95 $, alors que ça appartient à Amazon, pour faire la même chose. Hein. Vous livrez en 30 minutes. D'accord. Et si c'est une fenêtre de 1 heure, c'est 14,95 $. Un peu moins cher si vous dépensez plus de 100 $, je crois. Mais ça appartient à Amazon. C'est vous dire un peu. Et ils sont moins agressifs que ce que l'était Webvan au début. Donc Webvan, ils avaient un peu... voilà. Ils étaient un peu fumés. Au plus haut de la capitalisation de Webvan, ça valait 40% de Kroger. Donc Kroger, de mémoire, ça valait 22 milliards. Donc Webvan, qui faisait, je le rappelle, moins de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, de 3 millions de dollars de chiffre d'affaires, ça valait 40% de 22 milliards de dollars. Donc ça doit faire 8 milliards et des poussières. Donc ce qu'on voit maintenant, ça paraît pas non plus la bulle du siècle par rapport aux années 2000. Et je peux vous citer plein de sociétés, je préfère les acheter maintenant, malgré que je trouve qu'elles sont en bulle, que d'acheter Webvan à l'époque. Hein. Largement. Largement. Bon, surtout, Webvan, ça annonçait en plus des prix qui étaient inférieurs à 5% des marchés traditionnels, etc. Bon, on va passer toute l'histoire. Hein. Vous lirez si vous voulez. C'est quand même de l'épicerie. D'accord. L'idée, c'était qu'il fallait automatiser et qu'en automatisant, ils allaient être moins chers que les autres et ils allaient écraser la concurrence. Bon. Pour ça, on va prendre la petite citation de Bill Gates. Hein. La première règle de toute technologie utilisée dans une entreprise est que l'automatisation appliquée à une opération efficace amplifie l'efficacité. La deuxième règle est que l'automatisation appliquée à une opération inefficace amplifie l'inefficacité. Donc la problématique, c'est que Webvan, ils étaient partis du principe qu'ils allaient mettre des robots, qu'ils allaient réussir à développer un truc qui allait être plus efficace que les autres. Ils n'avaient même pas commencé à essayer de le faire. Faut déjà commencer à essayer de le faire. Et quand vous regardez Gorillaz, etc., c'est différent. Hein. Ces gens-là, ils n'ont pas levé directement 200 millions. Ils ont fait un module de test dans une ville. Ils ont prouvé à des investisseurs que ça marchait et qu'ils étaient capables d'avoir une rationalité économique de leur modèle. Et après, ils l'ont dupliqué. Alors après, vous avez la question de à quel point vous êtes obligé d'investir pour le dupliquer. Et est-ce que les gens vont rester clients à long terme? Ça, c'est encore un autre problème. D'accord? Donc la projection, c'était que si les taux de distribution étaient utilisés à 100%, ça générait des marges de 12%. La grande distribution, quand ça génère 1% de marge nette, c'est déjà bien. Donc 12%, c'était vraiment la folie. À l'heure actuelle, les projections des dark stores, c'est à long terme, si le modèle fonctionne, on va pouvoir faire 5% de marge. Ça vous montre un peu la différence. Il y en a, ils n'ont rien prouvé, ils n'ont rien commencé à faire, ils font pas beaucoup de chiffre d'affaires, ils visaient 12%. Les autres, ils commencent à faire des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires et tout, et ils visent 5%. Ça montre quand même que, avec le temps, on est devenu un peu plus responsable. D'accord ? Au final,
Le taux de rentabilité, il est arrivé aux 40-50%. Et en gros, ils n'ont jamais réussi à dépasser les 25-30% de taux d'utilisation. D'accord? Donc, ils n'ont jamais été rentables sur la baie de San Francisco. D'accord? Le modèle de Webvan pouvait être étendu, etc. Mais ils ont essayé de l'étendre et ça n'a pas marché, etc. Alors, en fait, l'idée qu'il faut avoir de Webvan, c'est quoi? C'est qu'en fait, il faut déjà toujours essayer de prouver son modèle localement. Ce qu'a fait Uber, c'est prouver dans la Californie son modèle. Et après, ils sont étalés. Ce qu'a fait Open Door, c'est prouver localement son modèle. Ce qu'a fait Airbnb, c'est prouver localement son modèle. Ce qu'a fait Facebook, c'est prouver son modèle sur la fac. Tous les gros acteurs, ils ont d'abord commencé par une petite niche et ils se sont très vite élargis. D'accord? Mais ils ont commencé par une petite niche. Chez Facebook, ils ne sont pas arrivés en disant « Nous, on va faire un site où tous les gens de la planète vont raconter leur vie. » Non. Ils y sont arrivés petit à petit. Et ça, c'est toujours important parce que trop souvent, je vois des gens me dire « Ah oui, mais moi, je cherche l'entreprise qui a la vision. L'entreprise qui a... » Mais en fait, l'entreprise, elle n'a pas la vision. L'entreprise, elle construit sa vision dans le temps. Au même titre que votre enfant, il apprend à marcher dans le temps. C'est exactement la même chose. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas du tout l'oublier. Hop. On continue. L'autre idée, c'est quoi? C'est que Webvan, c'était quand même sur Internet que ça marchait. Donc, il faut faire vos courses sur Internet. À l'époque, charger une page, c'était long. Donc, est-ce que c'était plus intéressant de charger des pages, d'aller mettre tout dans son caddie sur Internet et de payer? Ou est-ce que c'était plus intéressant d'aller au magasin? Bah, clairement, c'était plus intéressant d'aller au magasin. C'est ce qui fait que la pénétration d'Internet était très limitée. D'accord? Donc il y a 8% des Américains qui acceptaient d'acheter quelque chose en ligne avec une carte de crédit dans les années 1995. C'est rien du tout. D'accord? Donc le coût d'acquisition de Webvan, c'était 129 $ au troisième trimestre en 2020, 166 $ au quatrième trimestre. Pourquoi? Parce qu'il fallait essayer de convaincre les gens de venir. D'accord? Et il n'y a que 50% des clients qui venaient chez Webvan qui restaient et qui passaient une deuxième commande. Et généralement, quand vous avez un client qui passe une deuxième commande, c'est 50% qui restent. Une troisième commande, c'est plus que 40, etc. Puis petit à petit, c'est dur. Et après, vous avez les clients fidèles à long terme. Donc vous êtes très très loin du modèle. Et ça nous amène à un deuxième point. Quand le marché n'est pas mature dans votre secteur, c'est très difficile de dire moi je vais faire un modèle qui va être plus optimisé que les autres, je vais perdre beaucoup d'argent et je vais réussir à faire quelque chose. C'est-à-dire typiquement, quand vous êtes dans le marché des cryptos, il ne faut pas dire je vais construire une banque comme Goldman Sachs dans les années 2010. C'est sûr que ça ne va pas marcher. Si vous commencez par recruter 5000 personnes, vous dire je vais créer une banque, etc. Par contre, vous pouvez créer un petit acteur, recruter petit à petit et devenir de la taille de Coinbase. Ça, c'est possible. Mais vous allez grandir avec votre secteur. Et ça sert à rien d'avoir un secteur où les gens sont pas évangélisés, de dire moi je vais investir des milliards et je vais aller plus vite que mon secteur. Généralement, vous cramez juste du cash et ça marche pas. Voilà. C'est un peu le problème. C'est ce que je reprochais un petit peu aux acteurs actuels de la livraison de courses. C'est-à-dire que les gens qui se font livrer les courses à domicile, c'est beaucoup plus important qu'avant. Mais l'évangélisation, elle est quand même pas encore considérable. Et vous avez des gens qui vous racontent, je ne nommerai pas certains business plans de certaines sociétés de livraison, mais 80% des gens vont commander leur repas en ligne. Enfin, leur course en ligne. J'ai des doutes. Si on arrive à 40%, ce sera déjà bien. Vous voyez? Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Ça vous montre aussi que la fidélisation, c'est une notion créée. Hein? Bon, il y a la fixation des prix. Voilà. Et un autre problème aussi qu'avait Webvan, c'était la faible densité de livraison. Donc ça vous montre que les problématiques du e-commerce classique, d'Amazon, etc., c'est pas des problématiques de maintenant. Hein. C'est des problématiques qui sont vieilles de 30 ans. Donc ça vous montre à quel point on a mis du temps à innover dans ces problématiques et qu'on a du mal parce qu'on est toujours dans ces mêmes problématiques. Hein. La problématique d'un dark store actuellement, c'est quoi? C'est où vous le mettez pour que vous puissiez faire le plus de livraisons possible dans la zone de chalandise du dark store avec le coût le moins élevé possible. Voilà.
Et même problématique que Webvan. Hein. On n'a rien inventé de nouveau. La seule chose qui change, c'est que maintenant, à l'époque chez Webvan, pour savoir les problématiques, pour savoir combien de gens habitaient, combien de gens avaient un smartphone, etc., on avait très peu de données. Maintenant, on a beaucoup de données. C'est en gros la seule chose qui change. Donc c'est plus facile de créer la même chose que Webvan maintenant, en qui va marcher, qu'à l'époque de Webvan. Donc voilà. Ce qu'il faut en retenir comme leçon, c'est quoi? C'est que quand on est dans un secteur où il y a beaucoup de cash, le but, c'est pas forcément de grossir le plus vite possible. D'accord? Le but, c'est de savoir ce que vaut le cash et d'être capable de continuer à vivre longtemps. C'est-à-dire, si vous avez une boîte qui lève du cash et qui a une vision cash à 6 mois, le jour où le marché déraille, la boîte déraille. Si vous avez des boîtes qui ont des visions cash à 22 mois et qui se développent très vite parce qu'elles lèvent beaucoup d'argent, c'était le cas d'Airbnb, de Uber ou d'Alibaba, qui sont nés dans des périodes de crise, qui ont eu du mal à démarrer au début, mais qui après ont toujours eu cette vision. C'est toujours des boîtes qui ont été surcapitalisées. Pourquoi est-ce qu'on a surcapitalisé ces boîtes-là? Parce que les managers de ces boîtes-là, ils se sont toujours dit, il faut que j'ai beaucoup plus de cash que ce dont j'ai besoin, pour pouvoir continuer à écraser ma concurrence sur les prix et à gagner de la part de marché, et pour me dire que même si le marché se retourne, j'aurai tellement de cash que j'ai le temps de virer des mondes, de me reconcentrer sur les endroits où je peux être rentable assez rapidement, et de continuer à survivre. Pourquoi? Parce que le point clé pour un investisseur de long terme, c'est que sa boîte doit survivre. Si votre boîte, elle perd 50%, son cours de bourse, il perd 50%, si elle ne meurt pas, et que vous avez une belle boîte, vous avez de fortes chances que dans le cycle d'après, beaucoup de ses concurrents soient morts, et que du coup, le rebond soit plus important. Et que votre boîte aille plus loin, parce qu'elle va capter les parts de marché des gens qui sont morts, etc. Si votre acteur, vous l'avez surpayé, mais qu'en plus il meurt, vous avez zéro chance de récupérer votre capital. D'accord? Les marchés, par essence, c'est cyclique. Vous allez jamais investir au plus bas, jamais investir au plus haut. Enfin, sauf de la chance ou de la malchance, ça dépend si vous êtes au plus haut ou au plus bas. Mais voilà, vous investissez potentiellement de temps en temps, etc. Il faut quand même être sur des sociétés qui ont des possibilités de tenir. D'accord? Il faut être sur des sociétés qui ne vont pas être mortes par défaut. La mort par défaut, c'est des sociétés qui dépensent tellement d'argent que vous avez du mal à survivre. Pourquoi? On va prendre un exemple, et c'est un exemple très clair. Et c'est un exemple que je fais parce que vous êtes beaucoup vous êtes beaucoup à avoir comment s'appelle, le portefeuille. Ben, on va prendre un exemple. On va prendre l'exemple de Prosus, d'accord? On connaît tous bien. Chez Prosus, pourquoi est-ce que nous on aime Prosus? Pour de multiples raisons, mais on aime aussi Prosus parce que ça fait de la livraison de repas, ce genre de choses, etc. La livraison de repas, ça perd beaucoup d'argent. Pourquoi est-ce qu'on aime Prosus? Parce que Prosus, ça gagne beaucoup d'argent avec Tencent, ça investit dans la livraison de repas, donc quand le marché est compliqué, Prosus, ça peut continuer à investir dans le temps, de façon violente, parce que ça s'en fout du cash que ça perd, parce que ça en gagne à côté. Alors que les autres concurrents de la livraison de repas du groupe des gens hors Prosus, bah eux ils peuvent pas forcément, parce qu'ils n'ont pas forcément Prosus au-dessus, et ils n'ont pas les dividendes de Tencent qui vont venir les aider. Donc ce que vous voulez trouver le plus souvent possible, c'est des entreprises qui ne sont pas mortes par défaut, et qui soit ont une structure capitalistique avec des gens qui ont des visions de très long terme et qui vont vous accompagner, et qui ne vont pas faire défaut à cette entreprise, et ça peut être intéressant. Mais ça, c'est des choses qu'il faut avoir dans le temps. Parce que la survie est une condition préalable à la croissance. C'est aussi d'ailleurs pour ça que ces boîtes-là se sont créées dans des périodes de crise, et ces boîtes-là sont devenues de très grosses boîtes. Un autre point, c'est quoi? C'est que la pénétration du marché de Webvan a été toute petite. Pourquoi? Parce que les gens, ils aimaient pas trop Internet à l'époque. Et en plus, Webvan avait beaucoup de mal avec un churn très haut. C'est-à-dire 50% des clients, ils étaient plus clients une deuxième fois. Donc ça, c'est quand même considérable. Et ça, c'est des notions qu'il faut avoir en tête quand on est un investisseur, surtout sur la tech. C'est la taille de votre marché, la pénétration possible du marché et le churn. Là, je vous ai mis un exemple, c'est Netflix. Pourquoi est-ce que Netflix, ça marche si bien? Parce que le marché de la SVOD, il s'est élargi, parce qu'Internet a été de plus en plus puissant. Et donc, en ayant une bande passante de plus en plus puissante, ben,
Internet a permis à Netflix de permettre aux gens de regarder des films et des séries sur leur ordinateur. Ça a agrandi la taille du marché, ce qui a permis à Netflix de capter cet agrandissement du marché. Et en plus, Netflix, c'est un acteur qui a très peu de churn par rapport aux autres. Donc en fait, bah forcément, pour eux, c'est plus facile de garder les clients et d'avoir de la taille. Et donc de gagner de l'argent. Donc ça, c'est important. Ce qui compte, c'est pas que la taille de votre marché, c'est aussi votre churn. Si vous avez un marché qui est considérable mais que votre churn il est de 90%, ça va être très compliqué de construire une belle boîte. Si votre marché il est assez petit mais que vous avez un churn de 1% et que votre marché il grossit 10% par an, vous avez moyen de créer une très très belle boîte. D'accord? Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est quoi? C'est que quand on fait un développement prématuré et un développement violent, il faut jamais oublier que il faut être capable d'éteindre les foyers de perte. D'accord? Et ça, c'est quelque chose d'assez important. Comme Webvan n'a jamais prouvé la rentabilité de son modèle, personne ne voulait racheter une partie de Webvan. Donc ils n'ont jamais eu des foyers de bénéfices et des foyers de perte. Le contre-exemple, c'est Uber. Uber, ils savent que leur modèle est rentable. Pourquoi? Parce que quand ils l'ont testé dans la Silicon Valley, le fait de réserver des taxis, etc., c'était un modèle rentable. Donc ils le savent. Le problème, c'est vos coûts de marketing, les gens qui restent et les coûts de développement de R&D que vous mettez. Mais globalement, tout le monde sait que le business de base de Uber, il est rentable. Voilà. S'il est bien fait, il est rentable. Pourquoi? Après, Uber est structurellement déficitaire parce qu'ils investissent dans plein d'autres sous-business et surtout parce qu'ils ont été très vite à l'international en se disant on a prouvé que le modèle était rentable dans la Silicon Valley, maintenant il faut qu'on arrive avant les autres à Paris, à New York, à Madrid, etc. et qu'on prenne le marché très très rapidement pour que les gens puissent plus venir nous concurrencer. Et du coup ça c'est des choses qui sont assez intéressantes parce que vous levez beaucoup de capital en disant à vos investisseurs je sais que mon modèle il est rentable mais il faut que tu me donnes beaucoup d'argent parce qu'il faut que j'aille plus vite que les autres. Et là, ce dont il faut faire attention, c'est quand vous avez quand vous faites ça, vous perdez beaucoup d'argent. D'accord? C'est pas grave. Mais il faut être capable de gérer cette perte d'argent. Et il faut être capable surtout d'avoir une société qui dit ok, j'ai perdu beaucoup d'argent, là je pense pas que je peux gagner, je sors. D'accord? Et ça, être capable de sortir d'un marché, c'est aussi quelque chose de extrêmement important. Et Uber, par exemple, ils sont allés en Asie, ils ont vu qu'ils avaient du mal à s'installer en Asie, ils ont vendu en Chine à Didi, et ils ont vendu en Asie du Sud-Est à Grab, en disant ok, on n'arrivera pas à vous concurrencer, on va vous revendre nos activités, ça va vous donner de la taille, vous allez donner une part de votre capital, et du coup tout le monde est content. Et Uber a une part du capital de l'acteur local leader, et Uber arrête de perdre de l'argent dans cette zone-là, et arrête de faire une concurrence et une guerre des prix. Et donc ça c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et il faut jamais oublier ça, c'est que votre société, elle doit toujours être proactive, et elle doit être capable de sortir de foyers de perte. Et la plupart du temps, quand vous voulez sortir de foyers de perte, il faut toujours que votre société, elle en sorte. Non pas en vendant la perte, mais en essayant de récupérer du capital. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous êtes Uber, ce qui vous intéresse, c'est pas forcément d'aller vendre vos activités en Asie et d'aller récupérer du cash. Ce qui vous intéresse, c'est de vous dire, ok, je veux être leader mondial, là on est deux, on va pas pouvoir réussir à être deux, à être leader dans ce pays-là, donc je vais vendre mon activité à celui-là, détenir une part de capital de cet acteur-là, et s'il réussit, j'aurai une part d'un leader local. Et bien généralement c'est ce qu'il faut faire, et c'est là que ça devient intéressant. Pourquoi? On va rebondir du coup sur TF1. Ce qu'a fait TF1, c'est qu'ils auraient dû comprendre depuis longtemps qu'ils ne seraient pas leader sur le digital, et qu'ils auraient du mal à l'être. Et ils auraient dû par exemple aller voir le groupe Webedia et dire vous êtes leader, vous avez une certaine taille, fusionnons nos activités et donnez-moi une part du capital de vos activités web. Et peut-être que ce qu'ils auraient dû dire avec la fusion dans M6, c'est dire à M6, bah donne tes activités web à cette structure qu'on a fusionnée avec Fimalac, détient une part du capital, Fimalac en détient, nous aussi, on va coter cette structure, et cette structure, c'est le champion français du digital. Et donc là, vous créez de la valeur. Alors que quand vous êtes juste là, vous avez investi 500 millions, vous n'y arrivez pas, vous revendez l'actif à 10 millions, vous avez juste empoché de la perte. Et vous avez juste
Arrêtez de perdre de l'argent. Sauf qu'en fait, les 10 millions, est-ce que ça a du sens pour vous? Absolument pas, ça veut rien dire dans votre bilan. Ça n'a aucun sens. Donc il faut toujours être dans des sociétés, et ça c'est important, qui préfèrent non pas obtenir du cash quand elles sortent d'un marché, mais obtenir un ticket de loto. D'accord? Un call sur le marché en question. Pourquoi? Parce que ce call, il peut valoir beaucoup d'argent plus tard. Et si ce call il marche pas, bah c'est pas grave, vous avez vendu l'actif, vous avez obtenu du capital, vous dépréciez le capital, ça va vous permettre de payer moins d'impôts, ça n'a aucun impact cash sur vous, parce que si vous faites assez bien les choses, vous n'êtes pas obligé de recapitaliser la structure, vous dites juste, bah la structure elle a fait faillite, voilà, dans nos comptes ça valait X, maintenant ça vaut 0, bon. Ça change pas grand chose.